Salut à tous. Salut. Salut Matt. Salut Fred. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission du format Dans le viseur des jeux du moment. Les jeux auxquels on a joué et dont on va vous parler en vous débriefant. Quels sont les jeux, Mathieu, qu'on a fait cette semaine? Alors, on va vous donner notre avis sur Earth, sur Nautilus Island et sur Star Wars, le jeu de deck building. Et on va commencer tout de suite avec Earth, le gros jeu de la sélection. Et c'est parti tout de suite. Earth est un jeu de tableau building, on va construire son tableau, et son tableau c'est une île de 4 cartes par 4 cartes. Ces cartes, elles vont avoir des effets, elles vont nous permettre de générer des points de victoire de plusieurs manières, en ayant des hauteurs d'arbres et des canopées, en ayant des cubes germes qui font un point chacun, en valant des points tout court, mais aussi en nous permettant de générer des effets de jeu. Parce que dans un tour de Earth, il y a un joueur actif qui va décider d'activer une des 4 actions que comporte le jeu. Et tous les joueurs vont bénéficier d'une version de cette action. Le joueur actif va avoir la version la plus forte et les autres ont une version mineure, mais tous les cadres de la couleur de cette action sur tous les tableaux de tous les joueurs vont être activés, et donc on va jouer en permanence et on va essayer de générer des points du plus de façon possible. On va récupérer des points en plaçant des cartes, puisque les cartes valent des points, en plaçant des cubes gerbes, en ayant des hauteurs d'arbres qui se finissent par une canopée, ou même en jouant des cartes terrain qui ne sont pas des cartes flore et qui vont nous donner des conditions de scoring. Et enfin, sur un tableau déporté, nous avons des animaux qui vont nous donner du scoring supplémentaire. Alors, on est sur un jeu dans la lignée de ce qu'on peut avoir avec un Wingspan, un Terraforming Mars, donc clairement un truc de tableau building, de création de moteurs, d'échanges. C'est entre les deux. C'est entre les deux. C'est au-dessus de Wingspan, mais en dessous de Terraforming Mars. Mais si vous aimez ces deux précédents jeux, il y a de fortes chances que vous soyez intéressé par Earth. Et c'était mon cas. Clairement, une fois qu'on a fait le chrono, j'ai eu très envie de jouer et on a mis le jeu sur la table. On s'est essayé une partie et c'était clairement très satisfaisant. J'ai voulu enchaîner les parties, on n'a pas pu passer toute la soirée dessus non plus, donc je suis allé voir sur Board Game Arena, ça tombait bien, le jeu y était, j'ai donc pu enchaîner quelques parties pour me faire un avis complémentaire. Toi, tu as fait d'autres parties dans ton coin, et donc on va pouvoir vous dire ce qu'on en pense. Et c'est pas mal. Et c'est un succès. Et voilà. Donc en gros, moi c'est vrai que j'ai joué beaucoup en physique, j'ai joué même en solo, j'ai fait 2 parties en solo pour appréhender le jeu avant le ludochrono parce que j'avais pas le temps de rassembler des joueurs avant qu'on tourne, donc j'ai joué en solo. J'ai apprécié le solo, il y avait une façon assez tendue de gérer et j'avais du mal à gagner en mode facile, alors que c'est mon type de jeu, j'aime bien faire des combos, mais en même temps il y a des choix un petit peu particuliers que fait l'IA que feront pas les autres joueurs, et il y a plus d'interactions que dans le mode à plusieurs, bizarrement, parce que l'IA elle te rentre vraiment dans les pubs et ce que tu sélectionnes pas elle le marque, donc voilà. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? En fait j'ai beaucoup aimé comment le jeu respire, c'est-à-dire qu'on est tous en train de jouer en permanence, mais certaines actions vont nourrir tes stratégies et quand tu vas agir tu vas peut-être nourrir les stratégies des autres et tout le monde est en train de faire des choses en permanence. Et même si c'est un jeu un petit peu solo multijoueur, c'est pas successif. Par exemple, Ark Nova, on est vraiment dans son action, on fait son tour et puis après c'est le joueur suivant. Ça peut être un petit peu long. Ici, on n'est pas du tout sur ce genre de typologie, on est tout le temps en train de faire des choses en même temps. Certes, il n'y a pas d'interaction, sauf dans le mode expert qui va vous donner des objectifs qui sont des objectifs de course, mais grosso modo, tu vas construire ton tableau peinard. Tu vas faire des actions qui te récompensent, et contrairement à Wingspan qui te récompense parce que tu as joué des cartes, ici, en fait, c'est pas aussi mécanique, tu vas récupérer les trucs qui sont les conséquences de ce que tu as fait. Et c'est beaucoup plus satisfaisant que le jeu te responsabilise. C'est ça, on a beau avoir un système un peu à la Race for the Galaxy avec je joue une action, tout le monde en profite. On va avoir une cascade d'actions. C'est ça qui est malin parce que toutes les cartes qu'on va mettre, presque, vont avoir des possibilités d'avoir de nouvelles actions. Donc ces actions sont rouges, jaunes, vertes, qui vont dire, ok, si on se fait ça, il va se passer ça. L'action de base, elle te dit, ok, tu vas gagner un peu de terreau, tu vas planter quelques cubes. Mais toutes les cartes de la couleur que tu as mis dans ton plateau, elles vont s'activer. Et c'est ça qui va faire que on va faire notre petite cuisine. Ah tiens, je vais gagner des cubes qui vont me permettre de récupérer une carte. Je vais pouvoir transformer la carte en terreau. Ah, je vais gagner plus de terreau pour faire ci. On a une cascade et c'est super satisfaisant. On va essayer d'équilibrer tout ça, optimiser les points qu'on va gagner par rapport à ça, ne pas déborder des capacités qu'on a. Si je dois planter 3 arbres mais que j'ai que 2 hauteurs possibles, je vais gaspiller ça. Il va falloir optimiser au maximum pour pouvoir avoir de la place pour planter tout ce qu'on a. Et ça, c'est quand même super satisfaisant. Ouais, c'est vraiment hyper agréable. Et en fait, toutes les ressources sont vraiment des grands vases communicants, c'est-à-dire que beaucoup d'effets vont vous demander de dépenser une ressource pour en générer une autre, et il s'agira de trouver les points de bascule les plus rentables, ce qui peut paraître un petit peu comptable et pas hyper satisfaisant, mais en fait, on se dit ah là si je fais ça, ce petit machin, en fait si je le répète un petit peu, je peux prendre de l'avance, je peux grignoter des choses, et ça c'est
bizarrement beaucoup plus satisfaisant que ça en a l'air sur le papier. Et puis on voit grossir dans soi. Et c'est ça. En fait, on voit vraiment l'accomplissement de ce qu'on fait et on voit qu'au début, quand on déclenche une action, on déclenche 1 ou 2 cadres et à la fin on en déclenche 4, 5 et on fait vraiment des gros effets. On a des cadres multicolores. Enfin, vraiment, il y a plein de choses à faire avec ceci. Maintenant, les parties, comme on va jouer un petit peu sur plusieurs tableaux, les parties elles se ressemblent un petit peu. Exactement. Et ça, c'est peut-être un petit peu le pendant de tous ces vases communicants qui sont tous imprimés sur toutes les cartes Flore et qui sont tous imbriqués ensemble, c'est qu'en fait, on fait un peu tout. C'est ça, on faisait le parallèle avec Terraforming Mars ou Terraforming Mars, il y a des stratégies vraiment, on peut rejouer dedans et pas en sortir, en disant je vais faire à fond ça ou à fond ça. Ici, on peut difficilement mettre une seule chose, on peut s'orienter un petit peu, mais on va forcément faire un petit peu tout parce que on va bénéficier des actions des autres qui vont nous imposer de faire un peu de tout. Et du coup, au bout de 4-5 parties, on se rend compte qu'on fait un petit peu toujours la même chose au bout de ces parties, mais ça reste plaisant. Alors, on va tempérer un petit peu. Il y a des cartes terrain qui sont des scorings alternatifs, et ces cartes terrain peuvent changer la donne. Ouais. Il y a vraiment des scorings qui sont très forts et qui vont diriger ton jeu très fort. Mais le fait que sur les cartes Flore, tous les points soient indiqués et comportent tous les modules, effectivement, ça fait que ça peut se ressembler un petit peu. Et puis, quand c'est le 5e arbre, au bout d'un moment, que ce soit un séquoia ou un cerisier, c'est pas si important, ça change pas grand-chose. Par contre, il y a un truc dont on peut parler, c'est la direction artistique. Ouais. On a des photos. Moi, quand on m'a dit c'est un jeu avec des photos, je me suis dit oulala. Je me suis rappelé Terraforming Mars où il y a des illustrations moches, des photos de qualité variable et de traitement variable et une maquette pas belle. C'était un peu inquiétant. C'était inquiétant. Et finalement, ici, c'est très bien traité. Tout est harmonieux. On a sur une même base de colorimétrie un petit peu similaire, ce qui fait qu'il y a rien qui choque, il y a rien qui te tape à l'œil. Tout est homogène, tout est plutôt crédible et plutôt joli et c'est agréable à composer. Alors, tu regardes pas tout le temps ton petit champignon à quoi il ressemble ou ton séquoia, mais tu sais que tu le fais, qu'il est à quoi il représente, même si c'est le cadre que tu regardes le plus parce qu'il y a les pouvoirs, c'est harmonieux et ça marche plutôt bien. Et ça te permet, si tu as par exemple plusieurs champignons, tu auras aucun mal à reconnaître tes chanterelles, de tes bolets, de tes trompettes de Lémor, parce que les couleurs sont un petit peu poussées et même les cadrages sont un petit peu différents, donc ça marche en fait. Vraiment, je me suis jamais retrouvé dans une situation où je me disais je sais pas ce que ça représente. L'ergonomie est plutôt bien fait. En fait, on a ces cadres pour les actions qui sont très flashy, comme ça, en 2 secondes, tu vois tout de suite quelles sont les actions qui vont s'enchaîner en cascade une fois que le joueur a lancé l'action. Par contre, il y a les systèmes aussi qui font qu'on va marquer des points, donc les petits icônes, les catégories, qui sont vraiment rikiki. Donc les petits champignons, l'icône est vraiment tout petit. On s'y fait, mais c'est quand même pas super évident. Alors effectivement, faut pas être myope. Après, c'est des cartes format bridge. Ils auraient pu faire des cartes format poker pour avoir. Ça prendrait plus de place sur la table, mais ça aurait pu être un peu plus lisible. Maintenant, il y a aussi un petit peu de fluff qui est là pour le documentaire et c'est bien. D'ailleurs, ça a l'air très bien documenté. En tout cas, moi, ce que j'ai lu dans le texte de Fluff, ça m'a bien plu. Et il y a même un truc qui est un petit peu invisible, c'est-à-dire que il y a des moments, les objectifs, ils vont vous dire, tiens, il faut que tu prennes des cartes avec climat froid. Et là, tu te dis, mais il y en a beaucoup ou pas? Et en fait, il y a un pourcentage qui va t'indiquer qu'il y a 50% des cartes qui ont un climat froid, ou qu'il y a 9% de tel type de cartes, ou 9 ou 12% de champignons. Et en fait, c'est intéressant d'avoir cette donnée-là parce que tout simplement, tu vas avoir la mesure de ton risque qui est imprimée sur la carte. Tu te dis, ok, j'ai plus beaucoup de place pour arriver à faire ça et j'ai pas beaucoup de chances de faire ça, donc peut-être que si je veux tenter ce risque qui a une belle récompense, il faut que je pioche beaucoup. Et donc tu vas mettre en place cette stratégie de piocher beaucoup. Et d'un côté, ergonomie, on a aussi certaines caractéristiques qui sont misées sur le fait que le texte soit marqué en gras, en italique, en souligné. Ça, c'est quand même pas évident à le voir. À la Red Rising, effectivement, ça pourrait être un petit peu plus visible, mais ça m'a pas trop dérangé. Mais la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, oh waouh. La première fois, tu fais waouh. Après, tu t'y fais. Mais la première fois, c'est quoi? Faut regarder les trucs qui sont marqués en italique tout petit là-haut. Oh, quand même, quoi. Mais à côté de ça, l'édition est quand même plutôt soignée. On a plein de petits cubes, on a des morceaux qui vont faire les étages des arbres, on a même un petit chapiteau au-dessus des arbres, on a même des chapiteaux de couleurs différentes qui ne servent à rien, mais qui sont jolis, parce que c'est issu d'un financement participatif. Oui, exactement. Alors, c'est la boîte boutique que vous allez avoir. Il y aura quand même tout dedans. Il y a un module calendrier avec des conditions météo qui viennent se rajouter. Alors je sais pas, moi j'ai pas joué avec ça, donc je peux pas dire. Nous on avait vraiment la boîte boutique, mais effectivement il y a ces extras de Kickstarter. Il y a un gros paquet de cartes et surtout un gros paquet de cartes de départ qui vont véritablement changer le gameplay en début de partie. Même si vers la fin de la partie ça a tendance à se lisser un peu parce qu'on fait un petit peu tout comme on disait avant. Et en fait en début de partie t'as vraiment ce début de moteur qui est personnel que
personne pourra t'enlever et qui est très différent. Et puis tu as le choix dès le début de la partie, dès le setup, dès la mise en place. Et tu passes bien 2-3 minutes à équilibrer ton truc parfaitement par rapport au choix que toi. Ouais. Et il y a plusieurs modes de jeu. Le mode qu'on a appelé bébé entre nous, qui est le démarrage avec des objectifs fixes pour tout le monde. Le but, c'est d'obtenir un tel type de carte ou un tel type d'élément. Et dès que tu as quelques parties de ton actif, tu passes en mode expert où là, les objectifs sont dégressifs. Plus tu y vas tôt, plus tu gagnes de points. Oui. Et ça change tout. Et il y a 2 écosystèmes de plus. Les écosystèmes, c'est un truc que vous avez sur votre île, mais là, il y en a 2 qui marquent des points pour tout le monde. C'est des conditions de scoring. Et en fait, là, en avoir 3 d'un coup, ça fait que la combinatoire devient très forte, que vous allez devoir probablement en abandonner un au début de la partie ou même en cours de partie. Il y a des moments où on se dit finalement celui-là tant pis, il marque 5 points et c'est pas trop grave. Mais c'est intéressant parce que ça crée des dilemmes et ça crée des situations de jeu dans lesquelles tu te poses vraiment des questions. Le fait qu'il y ait un peu de course, ça t'incite à aller plus vite. Ça fait l'interaction qui peut manquer clairement au jeu parce que tu joues sur ton tableau, pas sur celui des autres. Le fait d'être le premier à obtenir 3 champignons ou 3 plantes en italique, ça te motive à y aller même si tu n'avais pas ta stratégie et ce que tu avais prévu au début. Mais ça te permet d'avoir la course et de créer des gaps avec les adversaires. Exactement. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai fait 7 parties, je crois. J'ai apprécié toutes mes parties. C'est probablement un bon signe. Même si effectivement les parties tendent un petit peu à se ressembler, moi j'attends un petit peu une extension qui viendrait rajouter des trucs un petit peu plus déterminants et quelques plantes de plus, quelques stratégies de plus. Ça arrivera probablement vu le succès du jeu, je pense. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé cette proposition. L'édition est chouette. Le thème, on le vit pas forcément plus que ça, mais c'est crédible. On voit ce qu'on fait et ça, on le voit pousser, on voit se répartir. C'est agréable. Bref, une très belle découverte. Je vous incite à aller l'essayer soit en vrai, soit sur Board Game Arena. En tout cas, nous, on a beaucoup apprécié. On valide pleinement ce jeu. Yep. Et maintenant, on passe au suivant qui est Nautilus Island. Fred, je te lance sur Nautilus Island. Explique-nous ce jeu. C'est un jeu de collection, comme il se fait beaucoup. Donc, on va récupérer des choses et on va essayer de marquer des points. C'est tout. C'est fini? Ouais. La manière dont on récupère ces cartes, c'est ça qui est intéressant. On va jouer autour du Nautilus. Le thème, on s'en fout. On en parlera plus tard. On va juste récupérer des cartes. On va se placer un petit pion pour récupérer des cartes dans une colonne. Si on se met dans une colonne, il y a une carte, on récupère une carte. Une colonne, 3 cartes, on récupère 3 cartes. Ces cartes, on les prend dans sa main. Et à un moment, il va falloir les jouer, ces cartes, pour les collectionner. Et pour les jouer, il va falloir aller dans une autre colonne. Et une colonne qui a une carte, on en joue une colonne qui a 3 cartes, on en joue 3. C'est ça, vous avez compris le jeu. Plus on met de cartes, plus on va pouvoir récupérer des jetons qui vont nous permettre de scorer, ce qu'on vient de mettre, mais aussi de finir notre collection en disant « Hey, j'ai mis des cartes bleues. Grâce à ce jeton, je ne jouerai plus du tout de cartes bleues de la partie. J'ai un petit bonus en compensation. » On va faire ça pour avoir une couleur, 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs. Et la partie s'arrête dès qu'une des colonnes de cartes est vide. Et à ce moment-là, on fait un dernier tour, on compte les points et on va compter juste les collections qui ont été finies. Sinon, elles n'ont servi à rien. Et j'ai fini. Non, il y a encore des choses. Non. Si. Il y a quand même des cartes qui restent en main qui vont faire des points en plus. Et quand on livre des cartes, on a des petits jetons bonus et eux, ils sont pas négligeables. Ils permettent vraiment de maximiser son score et de faire des petits coups en douce et ils ne se remplissent pas tout le temps. C'est ça. Donc on a un système ingénieux de pose de personnages où plus on va se poser tôt et donc avoir peu de cartes à récupérer ou à jouer, plus on va rejouer tôt pour le tour d'après. Et donc ce qui fait un système un petit peu à la King Domino quand on prenait cette tuile, ce qui fait que les gens les plus gourmands rejoueront plus tard, donc auront moins de choix et on va alterner entre avoir plein de cartes ou bien jouer plein de cartes et pouvoir les faire plus rapidement que les autres. Donc maintenant qu'on a expliqué un petit peu ce que c'était et comment ça fonctionnait, on va vous dire ce qu'on en a pensé. Eh ben écoute, j'étais super surpris visuellement. Je vais commencer par ça parce que j'étais vraiment pas un grand fan des jeux Funny Fox. Ça marche très bien, c'est très adapté au marché actuel, c'est très cartoon et c'est cool. Et visuellement, ça me donne envie d'y aller. J'ai pas de réaction instinctive pour me dire. J'y vais pas. Ouais. Et après, en termes de gameplay, c'est méga efficace. J'y ai joué plusieurs fois, j'ai joué 3 fois, je crois. Une fois avec toi, 2 à Cannes. On a découvert ça sur le salon du Festival de Cannes, oui. Très bonne surprise à ce moment-là. Et puis j'y ai rejoué à plus de joueurs, et d'ailleurs on a rejoué ensemble encore. Et donc en fait, suivant le nombre de joueurs, ça se joue pas tout à fait pareil. Si t'es 2, t'as vraiment ce côté ping-pong et tu vas vraiment aller chercher l'autre et essayer de lui mettre des petits taquets. Alors que si jamais tu joues à plus de joueurs, tu surveilles un peu au global ce qui se passe dans la partie, mais c'est pas non plus coupe-gorge comme à 2. Et j'ai vraiment apprécié cette prise de décision difficile entre piocher des cartes, jouer des cartes, sachant qu'il y a des infos cachées et des infos visibles. Mais en plus, il y a ce côté initiative à la King Domino qui est hyper important.
Si tu vas te placer tôt dans la ligne, ok, tu chopes moins de cartes ou tu joues moins de cartes, mais tu vas jouer tôt, et jouer tôt, en fait, c'est super important. Il y a des moments où tu sais que tu vas pas avoir des cartes qui t'intéressent dans les colonnes à 3, et du coup, tu vas aller dans les 2. Et là, ton adversaire, il va se dire, oh, est-ce que j'ai vraiment envie de lui laisser la priorité pour le tour d'après? Et il y a la fin sèche, parce que effectivement, quand une colonne est vide, c'est fini. Donc, il y a un moment où, moi, sur la partie qu'on a faite à Cannes, tu te dis, ah, c'est bon, j'ai 2-3 tours pour marquer, et puis moi, en fait, j'ai été dépouiller une colonne, et en fait, t'as manqué de scorer. C'est ça, faut qu'on parle de ce point-là, parce que finalement, autant un jeu, c'est un jeu de collection, mais c'est aussi une course. Une course à qui mettra plus vite ses collections avant les autres pour avoir un petit bonus, mais aussi finira plus vite ses collections. Et ça, tu ne dois pas forcément venir à la première partie. Et clairement, je me suis fait avoir, où tu as vidé les pioches plus rapidement que prévu, et du coup, je suis resté avec plein de cartes en main que j'ai pas eu le temps de poser pour finir mes collections. Et le fait de pas finir une collection, ça te coûte très très cher. Donc, normalement, ta première partie, t'as bien appris, tu refais la deuxième, tu feras attention. Et bon, la deuxième partie, tu m'as aussi roulé dessus de la même manière en me clôturant une colonne alors que je pensais que j'avais beaucoup plus de temps que ça. Et finalement, ça, c'est plaisant, en fait. Parce que tu penses que tu as le temps de faire tes belles collections, comme moi, j'aime bien faire des belles collections, prendre le temps de les optimiser. Et tu as un petit filou qui va te couper les abs sur le pied. Et là, tu râles. Mais tu râles parce que si c'est passé un bon truc, et tu t'en veux qu'à toi-même de pas avoir plus pris les choses que quand tu pouvais y aller. Alors, tu t'en veux qu'à toi-même. Non, moi, je t'en veux aussi beaucoup à toi. Il y a des noms d'oiseaux qui ont volé. Non, tu en veux à ton adversaire, mais tu te morfonds quand même de dire ah, j'aurais pas dû laisser, tu t'es fait avoir. C'est vrai qu'en fait, pour moi, c'est une composante qui est intéressante dans un jeu de collection. Il n'y a pas de destruction de collection. On n'est pas en train de te dire bah tiens, je t'enlève des cartes, je t'échange des cartes. Mais par contre, il y a une véritable interaction. En plus, il y a des paliers qui sont dégressifs. Plus on score une collection tôt, et ben plus elle nous rapporte de points. Et donc les jetons d'après valent moins de points, et donc ça c'est intéressant. Ça incite à avoir un petit peu toutes les tailles de collection. Et au final, il y a plein de petits mécanismes qui sont un peu subtils. Ils te pètent pas à la gueule quand tu mets en place le jeu et quand tu commences à jouer, mais par contre au bout de 2-3 tours, tu dis il y a plein de petites choses à faire. Et quand tu commences à les saisir, eh ben t'es hyper satisfait. Moi en tout cas, j'ai trouvé ça très très agréable. Du coup, moi j'ai trouvé ça quand même super accessible en termes de jeu, en disant ok, on a vite compris ce qu'il faut faire. Comment il faut faire. Les parties durent 15 minutes environ. Et par rapport à la cible que c'est censé toucher, c'est-à-dire un jeu famille plus, eh ben, je trouve que c'était quand même super efficace. Ouais, alors je dis pas que j'en ferai des quintillions parce que c'est pas le genre de jeu auquel moi j'ai envie de jouer en permanence, mais par contre, pour le sortir en famille ou le présenter à des gens qui jouent pas du tout à des moldus, ça marche. Et je trouve que c'est une belle réussite que d'arriver à voir la cible et à bien l'avoir identifié et en même temps à proposer une expérience qui est pas dénuée d'intérêt stratégique. C'est ça. C'est accessible, mais ça reste malin et intéressant pour que, en tant que joueur initié expert, on prenne du plaisir à y jouer. C'est ce qu'on a eu et qu'on a envie de leur recommander à les gens qui sont moins habitués que nous parce qu'ils vont trouver du plaisir rapidement. Donc, carton plein, bien dessiné, plutôt bien édité. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et un bon plaisir, donc un beau produit, donc un bon jeu. Grave. Donc, bonne recommandation. Allez jeter un œil aussi. Et on passe au troisième qui sera Star Wars, le jeu de deck building. Et nous partons maintenant dans une galaxie lointaine, très très lointaine, avec Mathieu qui nous a raconté ce que c'est que Star Wars, le deck building. Exactement, Star Wars, le jeu deck building, c'est un jeu de deck building à la façon de Star Realms. C'est un jeu pour 2 joueurs seulement, dans lequel on va s'affronter. Il y a un joueur qui va incarner l'Empire et l'autre la Rébellion. Et on va avoir une rivière centrale qui va nous permettre d'acheter des cartes. Le but du jeu, c'est de battre les planètes adverses. On doit battre 3 planètes de notre adversaire pour remporter la partie. Et vous savez presque jouer. On va acheter des cartes, mais attention, on peut acheter des cartes neutres ou des cartes de sa faction, et c'est tout. On peut pas acheter les cartes de l'ennemi. Par contre, on va pouvoir partir en chasse et détruire les cartes de l'ennemi qui sont dans la rivière. Donc ça crée une asymétrie assez intéressante. C'est un jeu de deck building qui va être assez simple et assez abordable. On pourrait même dire que c'est mon premier deck building, même si c'est globalement un jeu plutôt initié que familial. Mais en fait, le thème Star Wars lui donne une patine familiale qui passe bien. Je suis complètement d'accord. En fait, alors moi, pour un petit warning, je n'aime pas les deck building. Et moi, je n'aime pas Star Wars. Et finalement, on a aimé tous les 2 jeux. Pourquoi? C'est parce que ce que j'aime pas dans le building, c'est le facteur chance qui intervient dans la rivière avec quand ça sort pas ce que tu veux, t'es juste dégoûté. Et dans ta pioche, quand ça sort à l'envers, t'es dégoûté. Là, on a toujours le système de pioche où quand ça marche pas, ça marche pas. Par contre, le système de rivière est beaucoup plus intéressant, je trouve, parce que étant donné qu'on est dans un truc d'affrontement, il y a que la moitié des cartes qui sont censées t'intéresser.
Il y a les cartes neutres qui marchent à tout le monde, mais tu as les cartes de ta faction que tu veux recruter et celles de l'adversaire ce que tu as envie de détruire quand tu peux. Ça, moi j'ai beaucoup aimé parce que ça fait que tu essayes d'optimiser comme tu peux les achats, mais tu peux te débarrasser des cartes qui peuvent intéresser l'adversaire et ça tu peux pas d'habitude. Et ça j'ai trouvé ça super plaisant. Ah oui, mais tu le payes en temps parce que finalement en fait c'est du temps que tu vas pas passer à récupérer à détruire la base de l'adversaire parce qu'en fait pour détruire les cartes du centre de la rivière, il va falloir dépenser de la ressource de combat. Et c'est un peu problématique. Alors après, il y a une petite asymétrie entre les joueurs, mais on peut attirer la force à soi et avoir des bénéfices. Il y a des cartes qui disent si la force est de votre côté, vous gagnez des choses, si elle est du côté de l'adversaire, ça fait rien. Et ça c'est plutôt intéressant, ça marchait plutôt bien, et on a envie d'avoir ce petit tir à la corde qui marche bien dans l'univers de Star Wars. C'est ça, c'est pas le truc principal, mais c'est pas un truc que tu as envie de laisser à l'autre. Ouais. Quand tu vois qu'il a pas mal de force, tu dis je vais mettre quelques points de force quand je peux pour attirer un petit peu le curseur à moi, parce que j'ai pas envie que tu profites des bénéfices. Donc du coup, c'est le truc thématique qui fonctionne plutôt bien. Alors en plus, il y a une petite asymétrie qui va se mettre en place, c'est-à-dire que le joueur Empire a beaucoup plus de bases. Les bases, c'est des gros vaisseaux qui peuvent pas être détruits dans la rivière centrale. Par contre, lorsqu'on les joue, on va les placer devant soi, ils ont un effet tous les tours, et le rebelle va pouvoir les tirer dessus et les frapper à la place de frapper la base adverse. Et en fait, ces bases, quand elles sont dans la rivière centrale, elles créent une forme de blocus. Mais en fait, c'est très thématique. Dans Star Wars, effectivement, tu vois souvent un blocus de l'Empire est partout. C'est ça. Et là, en fait, le rebelle, il a de moins en moins de possibilités, il se sent un petit peu étouffé, pris au collet. Et l'Empire, pendant ce temps, il flippe parce que les rebelles, ils sont un petit peu forts et imprévisibles. Donc il y a vraiment cet équilibre des forces un petit peu asymétrique qui est bien trouvé, qui marche bien, qui est très naturel dans la mise en place. Thématiquement, ça marche bien. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que les cartes qu'on achète, finalement, ce sont des vaisseaux qu'on connaît, des croiseurs, des personnages. Et ça revient complètement dans l'univers. Et je trouve ça plutôt agréable de constituer sa flotte de vaisseaux comme on les connaît, où on dit tiens j'ai un X-Wing qui sort ce soir-là. Toi non. Ah mais toi t'aimes pas Star Wars. Rien à bref. C'est la vie. Moi j'aime bien que je dis tiens j'ai mon X-Wing, il a ses capacités, c'est cool de jouer. Bref, je prends plaisir à jouer les vaisseaux iconiques de la licence. Ouais, alors que moi, je suis content de pouvoir faire Chewbacca quand je joue Chewbacca, quoi. C'est à peu près tout. Ok, alors passe à un autre truc qui m'a plu et qui normalement t'a plu aussi, c'est que quand on se fait détruire une de ces 3 planètes, on en récupère une autre, on l'a choisit parmi un paquet de 4 ou 5, et ces planètes ont des pouvoirs, et c'est des pouvoirs qui sont un peu pétés. C'est-à-dire que c'est une compensation pour avoir pris un point négatif. Tu reviens avec une super planète qui a un super pouvoir, et ça te remet dans l'action à fond, et c'est super plaisant. Et puis, ça évite que tu sois à l'agonie. Par exemple, ta planète, elle a plus que 1 ou 2 points de vie, et là, le rebelle ou l'Empire, ton adversaire te met vraiment une déferlante, tu prends cher. En fait, là, tu prends juste le dégât qu'il faut, et au début de ton tour, tu récupères une nouvelle planète. C'est ça. Et du coup, tu subis pas ce tour monstrueux. Et du coup, ça permet de ralentir l'autre, et puis cet effet un petit peu waouh de découvrir ce que l'autre va faire. Par exemple, il y a des cartes qui disent prenez une carte dans la ligne, vous la mettez dans votre main, donc tu récupères joue rebelle, je chope Princesse Leia, allez hop, salut, on va faire un tour, on va faire des trucs vraiment dégueulasses. Ça marche bien. Ou alors il y a des planètes qui sont très coriaces, très dures à tuer. Donc si tu penses que t'es en avance, tu peux peut-être les prendre parce que tu sais que l'adversaire va devoir les grignoter et que c'est pas facile. Donc il y a vraiment du choix et des choix intéressants qui vont être situationnels. Ils sont bien designés, ils sont plutôt fun. C'est toujours agréable d'avoir cette notion de choix dans les jeux. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Alors je préfère les jeux de deck building qui sont un peu plus complexes que ça, mais c'est aussi parce que j'ai vécu beaucoup de jeux de deck building. Je suis pas du tout novice, mais par contre, c'est un des meilleurs jeux pour faire découvrir le mécanisme du deck building aujourd'hui, je pense. Ouais, donc finalement, une expérience qui est plutôt sympathique. Même moi qui n'aime pas le deck building, j'ai trouvé la proposition intéressante, plus intéressante qu'un Star Realms, finalement, qui part un peu dans tous les sens et les combos ils marchent ou ils marchent pas. Là, finalement, avec ces 2-3 factions, ça marche plus facilement. Il y a moins de cas où tu as une carte qui marche pas parce que les cartes sont pas sorties en même temps. J'ai trouvé ça plus efficace et donc plus intéressant pour jouer quand tu démarres. Alors, par contre, c'est une expérience à la FFG, c'est-à-dire que c'est très très lisse. Il y a pas de grande innovation de gameplay, il faut le dire. Mais en tout cas, voilà, parfait pour démarrer, parfait pour appréhender le deck building. Maintenant, à vous de vous faire votre avis. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur les jeux qu'on vient de commenter. Si vous en avez assez ou si vous voulez plus de jeux à thème nature, de jeux à thème Star Wars ou de jeux de collection, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire aussi.
Pour nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et à la partager. Si vous voulez nous soutenir encore plus, on a un Tipeee qui est ouvert et vous pouvez visiter le site et la chaîne YouTube pour plus de contenu. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt Fred. À bientôt Matt. Et à Ciao. plus sur Ludobox.